Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, le web se démocratise peu à peu en Birmanie, décryptage. Retour sur les sujets les plus marquants de la semaine. Et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Depuis 2010, la Birmanie est dite en transition démocratique avec un gouvernement qui s'est engagé auprès de la communauté internationale à libéraliser le marché des médias et en particulier Internet. Il y a une explosion des médias en Birmanie puisque les généraux birmans qui, vous savez, sont lancés dans une grande perestroïka, une transition démocratique depuis plus de 3 ans, ont bien compris qu'il fallait libéraliser la presse. Quand vous avez vécu dans un pays où pendant 50 ans, on vous a interdit de vous déplacer, on a interdit l'information, ça devient la denrée la plus vitale. Plusieurs pays occidentaux ont investi ce nouveau marché. L'Agence française de coopération des médias a lancé un vaste et coûteux programme de formation de journalistes multimédia en Birmanie. Nous investissons beaucoup de moyens et nous espérons léguer à la Birmanie un outil qui va leur permettre de mettre sur le marché tous les ans des jeunes professionnels qui seront capables de faire ce métier. Et donc plus le marché sera dense, plus l'ouverture va être forte et plus les sujets les plus sensibles, qui sont encore la religion, qui sont encore le lien avec la politique, la relation avec l'armée, tous ces sujets-là pourront progressivement être traités. Pour l'agence française, il s'agit de s'appuyer sur la volonté du gouvernement de planifier graduellement l'ouverture du marché. Mais pour Cyril Payen, malgré la qualité des initiatives de coopération, les formations multimédia proposées manquent d'indépendance. Les écoles de journalisme par exemple, qui se créent avec des fonds européens, des fonds français, des fonds américains, que sais-je, elles sont toujours pas très loin liées à des gens qui sont des transfuges de l'ancien régime, des fils de ministres, des fils d'anciens généraux. Des jeunes Birmans issus de la diaspora et revenus au pays proposent de nouveaux médias Internet. Non, j'ai une question maintenant. C'est le cas de Nathan Mang, un ancien activiste exilé et formé aux États-Unis, qui vient de lancer la première chaîne de télévision en streaming, Kamayout. Kamayout, c'est un peu à part, c'est un déjà des plus populaires, des plus agressifs, autant avec l'opposition qu'avec le régime, parce que c'est le plus libre. Nathan a certainement une mission, il prend même beaucoup de risques lui-même, mais il s'engage, il engage ses journalistes et il n'a pas de limite. Donc les scandales de corruption, la politique, tout y passe. Cette dénonciation, elle ne résout rien, puisqu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de substitut. Donc on est obligé de laisser le temps pour former des gens capables de produire de l'information. Je pense très franchement que ces initiatives relèvent plus du teaser pour se faire identifier et valoriser sa capacité professionnelle. Dans un pays où le taux de pénétration d'Internet atteint à peine les 10% et où on tend la fibre optique sur des fils électriques, un des enjeux principaux de tous les nouveaux médias est de s'adresser à la diaspora. Tous ces médias à destination de la diaspora sont là pour témoigner de ce qui se passe, les lacunes, les carences. Donc aujourd'hui, tous ceux qui s'implantent en Birmanie ont besoin de main-d'œuvre. Or aujourd'hui, il existe une main-d'œuvre de qualité birmane, mais elle n'est pas en Birmanie. Donc il faut convaincre tous ces jeunes qui ont un boulot à Singapour, à Hong Kong, en Australie, parfois en Amérique, de rentrer et d'investir dans leur pays. Les médias numériques participent à la formation des futurs cadres du pays. Un troisième pouvoir vient s'ajouter à ceux des moines bouddhistes et des militaires. Et vous avez un troisième pouvoir qui est celui de la jeunesse et qui est en train de créer son propre modèle. Le boom des nouveaux médias ne suffit pas à régler en soi les difficultés sociales et démocratiques du pays. On est en pleine régression, on parle de journalisme. Il y a des journalistes qui sont en prison, qui ont pris 10 ans de prison récemment, parce qu'ils ont fait leur boulot. Moi, je reviens de Mandalay, où il y avait des émeutes anti-musulmanes qui ont éclaté comme ça, pour rien, à cause justement d'une propagation de médias sociaux sur Internet, où on dit n'importe quoi, on propage des rumeurs, et ça s'allume. Donc c'est extrêmement volatile, ce pays. Internet, une force, mais aussi une faiblesse dans un environnement médiatique qui n'est pas mûr. Fin 2015 auront lieu les prochaines élections. Alors que les inégalités ne cessent de se creuser malgré l'ouverture du pays, de grands bouleversements se préparent. De nouvelles émeutes ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Ferguson aux États-Unis, et ce en dépit du couvre-feu décrété par le gouverneur du Missouri afin d'éviter les pillages. Des tensions qui durent maintenant depuis plus d'une semaine et qui font suite à la mort de Michael Brown, un jeune adolescent noir abattu par un policier le 9 août dernier. Un sentiment de colère qui s'est diffusé dans tout le pays où des centaines de veillées nocturnes ont été organisées jeudi soir dans les plus grandes villes américaines
comme en témoignent ces images prises à New York, Chicago, Denver ou encore San Francisco. Des documents amateurs sur lesquels on peut voir les manifestants entonner le slogan « Ne tirez pas, nos mains sont levées ». Une manière de dénoncer le fait que Michael Brown ait été tué alors qu'il n'était pas armé. Des protestataires qui ont massivement eu recours aux réseaux sociaux pour s'organiser. Ils ont en effet créé une page Facebook ainsi qu'un document Google accessible en ligne. Objectif affiché, recenser les différents lieux de manifestation à travers les États-Unis et indiquer au plus grand nombre les modalités de ces rassemblements. Une vaste mobilisation à laquelle ont également tenu à participer les membres du groupe d'activistes Anonymous, en menant leur propre enquête afin d'éclaircir les circonstances de la mort de Michael Brown. Ils sont ainsi parvenus à obtenir des extraits audio de conversations tenues par les officiers de la police de Ferguson peu avant le drame. Autre forme de soutien plus étonnant, ces messages postés par des Palestiniens sur Twitter afin de donner quelques conseils aux manifestants, comme par exemple ne pas se toucher le visage après avoir reçu des gaz lacrymogènes. Se jeter un seau d'eau glacée sur la tête et inviter ses amis à en faire autant. Voici la nouvelle tendance qui fait actuellement fureur sur le web. Objectif de cette pratique baptisée Ice Bucket Challenge, récolter des fonds pour une association. En effet, les personnes qui refusent de se prêter au défi doivent envoyer des dons à une fondation luttant contre une maladie neurodégénérative. Un geste qui rencontre un franc succès sur la toile depuis qu'il a été réalisé par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, le 13 août dernier, comme on peut le voir sur cette vidéo. Ce dernier a ensuite nominé à son tour le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui n'a pas tardé à relever le défi. Depuis, de très nombreuses personnalités les imitent. C'est le cas entre autres de stars du cinéma tels que Steven Spielberg ou Ben Stiller, et de sportifs mondialement connus comme le basketteur américain LeBron James ou le footballeur brésilien Neymar. Une initiative destinée à récolter des dons contre la sclérose latérale amyotrophique qui a porté ses fruits. C'est en effet ce qu'indique sur son site internet la fondation ALS, spécialisée dans la recherche sur cette affection du système nerveux. Un communiqué dans lequel elle explique que plus de 13 millions de dollars ont été récoltés en seulement 3 mois grâce à l'Ice Bucket Challenge. Un élan de solidarité qui a fortement touché les patients atteints de cette maladie ainsi que leurs familles, comme en témoignent ces messages publiés sur Twitter. Des utilisateurs du site de microblogging qui estiment que l'Ice Bucket Challenge a eu le mérite de mettre en lumière cette maladie très invalidante. Pour mettre un terme aux spéculations entourant l'identité du policier responsable de la mort de Michael Brown, un jeune adolescent noir abattu le 10 août dernier dans la ville de Ferguson aux États-Unis, les autorités locales ont décidé de dévoiler son nom vendredi dernier. Il s'agit de Darren Wilson, membre des forces de l'ordre de l'État du Missouri depuis plus de 6 ans, une révélation qui a beaucoup fait réagir sur la toile. Si de nombreux internautes américains n'ont pas tardé à s'en prendre à l'officier sur les réseaux sociaux une fois son identité connue, le qualifiant de meurtrier et appelant à son arrestation, d'autres en revanche ont décidé de soutenir l'homme de 28 ans. C'est notamment le cas des auteurs de ces messages publiés sur Twitter qui n'hésitent pas à ériger Darren Wilson en héros, indiquant qu'il a seulement fait son travail en tuant Michael Brown. Un point de vue partagé par les 32 000 personnes qui ont liké cette page Facebook baptisée « Je supporte l'officier Wilson ». Un slogan repris sur ces t-shirts mis en vente sur Internet. Une initiative destinée à récolter des fonds pour la famille de Darren Wilson et qui s'ajoute à cette campagne de crowdfunding lancée sur la plateforme GoFundMe, ayant déjà permis de récolter plus de 19 000 $ en faveur du policier. Un élan de solidarité qui reste cependant marginal sur le web, où des milliers de messages dénonçant le geste de Darren Wilson continuent d'affluer, des critiques formulées plus globalement à l'ensemble des forces de police accusées d'avoir trop souvent recours à la violence. Et pour éviter que les bavures ne se multiplient, plus de 119 000 personnes ont signé cette pétition adressée à la Maison-Blanche. Leur revendication, que le gouvernement américain ordonne aux policiers de porter une caméra pendant leurs opérations.